Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs souverains, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet sur meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 37. Cousin et Germain. L'élévation de Julien au titre d'empereur en 360 nous est présentée par Ammien Marcellin comme une conclusion inévitable due au seul talent du jeune homme. Et là, vu d'où il a parti, nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. Julien empereur, c'est le vœu unanime de la Gaule, la récompense logique du général à succès qui les a défendus depuis 4 ans. Là, c'est plutôt l'avis d'Ammien et on peut avoir un léger doute sur l'entière véracité de l'affirmation, même si pourquoi pas. Et finalement, toujours selon Ammien, Julien aurait été trop vertueux pour que la moindre ambition lui ait traversé la tête. Et oui, comme moi, je suis sûr que vous avez des gros doutes. En tout cas, on commence à connaître la chanson. Ça sent une énième guerre civile à l'ouest. Mais avec cette fois, un prétendant un peu plus sérieux que d'habitude, au vu du pédigré de ses aïeux, de sa prise en main du pays et de l'absence prolongée de Constance dans cette partie de l'Empire. Mais cette guerre civile risque de tourner bien différemment de ce que tout le monde pouvait attendre pour une fois. Et c'est ce que nous allons vous raconter dans cet épisode. Une petite histoire résume bien l'action radicale de Julien en Gaule. En 358, le préfet du prétoire, c'est-à-dire le fonctionnaire envoyé par Constance pour gérer les affaires civiles du pays, et au passage espionner un peu Julien, exige qu'on lève des contributions extraordinaires sur la population. Car les caisses de l'Empire sont vides et Constance a besoin d'argent pour les armées de l'Est. La province a bien pu être dévastée économiquement depuis 10 ans, les ordres sont les ordres, et la Gaule doit cracher les sommes dues immédiatement. Même si l'injustice du projet pèsera sur les plus pauvres et finira de ruiner la région pour un certain temps, Constance attend ses taxes en 358. Mais Julien va se dresser contre ce projet, en outrepassant ses pouvoirs militaires et en défiant l'autorité de Constance et de son envoyé. Il refuse carrément le plan du préfet et va même jusqu'à jeter en public le papyrus qu'on lui demande de contresigner dans son palais parisien. Le préfet ira bien se plaindre à Constance, qui, à son tour, enverra une lettre de rappel à l'ordre à Julien. Une lettre à laquelle le César va répondre poliment en expliquant tout simplement que c'est un plan inepte. Et Julien va continuer de plus belle à défier les directives de l'empereur, son cousin, se doutant bien que de toute façon, personne ne peut plus le forcer à quoi que ce soit maintenant. Un refus ferme, bien qu'illégal, au nom du bien-être de la Gaule, que Julien saura médiatiser intelligemment. Finalement, Julien va réussir un coup improbable, en baissant le taux d'imposition, mais en mettant en place une politique de collecte ultra efficace, notamment auprès des plus riches qui arrivaient à se débrouiller pour ne jamais rien payer. Une stratégie payante pour le coup, qui garantit la levée des contributions impériales requises de 358 et qui assure au passage une popularité extraordinaire à Julien en Gaule. Une belle histoire tout ça, probablement vrai d'ailleurs. En tout cas, qui cadre avec le jugement de la plupart des auteurs antiques sur le règne de Julien et son efficacité. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. Dans l'Empire, ce n'est pas le peuple qui fait les empereurs. Ce n'est pas un concours de popularité parmi les civils évaluant la bonne gouvernance de leurs dirigeants. C'est l'armée qui fait les empereurs, et personne d'autre. Et c'est l'armée qui a mis Julien sur le trône en mars 360. Une armée qui a profité aussi largement du retour à la stabilité économique et des livraisons de grains arrivant par convois entiers de Bretagne, une fois la navigation rétablie sur le Rhin. Une armée bien nourrie
et bien commandé, qui a pu aller piller ou imposer des tribus aux Germains libres à la suite de guerres, soi-disant toujours défensives, mais qui finissent étrangement, assez souvent, par de la pacification de tribus de la région, qu'elles aient cherché les problèmes ou non. Une armée qui, sans surprise, n'est pas motivée pour partir à l'Est, servir comme force auxiliaire de l'armée impériale, aux prises avec une guerre mal embarquée qu'elle est en train de perdre et qui n'a pas rapporté un sou aux soldats d'Orient. Bref, jusqu'ici, c'est aussi basique que plausible ton histoire. Le pouvoir, l'argent, une bonne dose d'égoïsme et un peu de xénophobie pour couronner le tout. Et on imagine en effet facilement que c'est bien ça, le cocktail qui rentre en ligne de compte. Enfin, du coup, tu tues un peu le rêve en réduisant le coup de Julien à un vulgaire coup d'état militaire. Mais maintenant que vous avez un peu l'habitude, je suppose que vous serez assez d'accord avec moi pour dire que c'était inévitable. Qu'avec une armée assez importante et aussi loin du centre de gravité de l'Empire, que Julien soit tenté de consolider son propre bloc de pouvoir, et ce, quelles que soient les salades que nous vend Amien de Tarascon et ses collègues. Julien, en bon stratège, a tout simplement bien mené sa barque pour se bâtir un pouvoir autonome. Et l'étape suivante, vous me direz ? Eh bien, si on se fie au processus habituel, c'est pas une cousinade qui nous attend, mais un bon vieux règlement de compte familial à la romaine. N'est-ce pas ? Si on est honnête, hormis l'aspect familial, mais pour le coup, les liens familiaux n'ont jamais trop compté chez les Constantiniens, si on est honnête donc, l'histoire de Julien ressemble à 2 gouttes d'eau à la demi-douzaine d'histoires qu'on vous a déjà racontées. Du genre, il était une fois un bon général qui s'appelait et qui défendait seul et avec bravoure le nord de la Gaule contre les méchants barbares. L'empereur l'avait laissé tomber et le général était seul avec son armée à défendre son coin perdu d'empire et réduit à la dernière extrémité. Il a été obligé d'usurper le trône à son corps défendant, car son insolent succès le rendait trop populaire parmi la population. Bon, vous voyez à peu près le genre d'histoire. Remplacer le bip par Posthume, sous Galien en 260, ou Carausius, sous Maximien en 290, ou Constantin lui-même, au début de sa carrière sous Galère en 308, ou encore Magnence, ou encore Sylvain contre Constance II dans les années 50, et vous verrez que le scénario fonctionne pas mal. Et encore, on ne vous a parlé durant le podcast que des principaux acteurs qui disposent d'un lien plus ou moins proche avec les Francs. On ne vous a pas donné la liste complète. Et donc, personne ne sera surpris d'apprendre que Julien va utiliser la même ficelle que tous les autres ont tenté avant lui. À savoir, tenter la conciliation en demandant une simple reconnaissance de son titre d'empereur. Aucune agression militaire ou verbale de sa part. Non, de simples demandes polies et respectueuses de reconnaissance en tant qu'empereur en second, avec de la déférence pour l'auguste seigneur et en promettant un vague assujettissement. Julien déroule le kit du parfait petit usurpateur chafouin de l'Ouest, qui tente de se hisser au sommet en prétendant qu'il ne dérange personne et que tout le monde peut vivre en paix. Il reste bien sagement sur sa frontière durant l'année 360, en gardant la Gaule sans lancer d'offensive, prétendant être en parfait accord avec Constance et demandant même à ses ateliers de frapper des monnaies mettant en scène les 2 empereurs, côte à côte. Et puis, il se remet à envoyer des lettres à son cher cousin. Des lettres à faire pleurer dans les chaumières, où il se répand en marque de déférence et où il jure sa fidélité. Où il explique qu'il a pris le trône surtout pour éviter qu'un autre usurpateur mal intentionné ne s'impose. Quelques mois d'amusement, où Julien tente par tous les moyens d'expliquer à Constance qu'il l'a bien poignardé dans le dos, mais pour son bien, et qu'un arrangement doit donc être possible avec le cousin. Est-ce que quelqu'un est dupe de ce sketch ? Sans doute pas. Mais Julien a un as dans sa manche. En tout cas, il l'imagine. Et cet as, c'est le roi sassanide, qui continue son attaque massive sur la frontière de Mésopotamie. Une guerre terrible, des milliers de combattants à des kilomètres de la Gaule, qui retient Constance loin du problème julien. Le César Auguste de l'Ouest sait qu'en 360, qu'il le veuille ou non, l'intérêt de Constance, c'est d'accepter le fait accompli. Tout bêtement, parce qu'il a déjà trop de problèmes sur les bras. Alors ça, c'est le narratif, comme on dit maintenant. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, et surtout que l'on compare rationnellement la partie d'Empire que contrôle Julien, à savoir les 2 diocèses de Gaule et de Britannie, on se rend compte que cela ne pèse pas bien lourd face à tout le reste de l'Empire.
Julien a tout simplement peut-être peur de se faire hacher menu ou éparpiller façon puzzle. Et je le comprends bien volontiers, car que ce soit pour la population, l'économie ou la taille des armées, l'Ouest est certes une région importante, mais qui n'a pas la masse critique suffisante pour faire douter le reste de l'Empire. Il faut se rappeler qu'à cette période, toutes les grandes villes de l'Empire sont à l'Est. Par exemple, les Constantinople, Éphèse, Alexandrie, et toute la richesse et le pouvoir qu'elles génèrent sont en Orient. De même que les grandes régions agricoles et nourricières que sont l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il y a bien une raison pour laquelle les usurpateurs de l'Ouest se la sont joués profil bas au début. Et pourquoi Julien suit également ce schéma. Sur le papier, en cas de guerre civile bloc contre bloc, l'Ouest n'a aucune chance de gagner contre l'Est. Ou tout du moins, pas à la loyale. Et c'est probablement le calcul que fait Julien. Essayer d'amadouer son cousin pour qu'il ne lui refasse pas le coup du rouleau compresseur, comme il l'a fait à Magnance 10 ans plus tôt. Et pendant que la négociation s'installe entre les deux hommes, pour ne pas perdre la main, Julien va continuer son travail en Gaule. C'est-à-dire, si on garde une vision désintéressée et altruiste, sécuriser son bout d'empire en combattant les menaces aux frontières pour le bien de tous. Et si on est plutôt tenant du Julien machiavélique, c'est une continuation de sa politique d'agression en Germanie pour gonfler son trésor de guerre et recruter des mercenaires ou des prisonniers. Et si on est partisan de la réelle politique, on voit bien que cela peut également être les deux à la fois. Mais nous ne saurons probablement jamais la vérité. En tout cas, c'est là qu'on apprend qu'une dernière opération de Julien a lieu au printemps 360. Une dernière campagne éclair, où le César traverse le Rhin vers Xanthène en Allemagne moderne et va frapper à nouveau une tribu nommée Franc-Atuaire, accusée dans les textes, mais c'est bien commode, de mener des incursions en Gaule. Une campagne rondement menée, où Julien écrase les vilains pillards, en tue une bonne partie, emmène le reste en prisonniers de guerre et s'assure de leur parfaite soumission dorénavant. Il est assez difficile de vous donner plus de détails, vu que l'auteur ne nous en donne pas plus, et que les raisons profondes de la campagne restent aussi fumeuses que d'habitude. Même si les Atuaires sont un peuple inconnu jusque-là, une nouvelle nation de Francs, vivant derrière le Rhin et constituée à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne moderne. Ce qui est vraiment intriguant d'ailleurs, c'est cette nouvelle dimension accolée au nom de Franc. Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, la vision généralement acceptée par les historiens, une fois qu'on a écarté les mythes, était celle d'un label, pas d'une nation. Les Romains connaissaient les tribus éparses de Germains libres vivant le long de la basse vallée du Rhin et exploitant les terres agricoles dans les Pays-Bas ou au nord de l'Allemagne. Toutes ces peuplades que ce bon vieux Tacite nous a fait découvrir dans son ouvrage, les Chamades, les Chatuaires, les Chauques, et issus de ces peuples, des bandes de pillards regroupant des guerriers des différentes tribus, avec des liens plus ou moins forts avec leur communauté d'origine, se sont fait connaître progressivement sous le nom de Francs. Mais à partir de cette décennie, changement de programme, puisqu'on découvre dans les textes deux nouvelles tribus littéralement nommées Franques, avec un territoire défini et une existence en tant que peuple. Les Atuaires donc, qui se manifestent tout à coup côté Outre-Rhin, et les Saliens, dont on a parlé à l'épisode précédent. Et ça, c'est quand même un sacré changement. C'est vrai que Franc, c'est un peu comme une marque de guerrier en pleine expansion. Une espèce de surnom à deux balles, genre les hardis ou les braves en langage germanique. Un surnom pour désigner un paquet de gars patibulaires, remplis de testostérone, au lifestyle un peu rock'n'roll. Mais qui n'ont pas encore le niveau pour se mesurer aux Goths, aux Sarmates et autres Vandales, même s'ils se donnent du mal pour se faire un nom. D'ailleurs, on soupçonne même qu'au bout d'un moment, certains Germains vivant dans l'Empire ont pu préférer par facilité utiliser ce sobriquet pour se faire connaître de l'armée romaine, plutôt que leur véritable identité tribale. Un genre d'association de franchisés dont le slogan bien racoleur serait « Défendre tout ce qui compte pour vous ». Faut dire que tout de suite, ça en jetait un peu plus pour un soldat que de se revendiquer du nom des gros bras du Nord, plutôt que d'un nom de tribu imprononçable dont tout le monde se foutait à Rome. Mais quoi qu'il en soit, c'est un gros basculement. Deux noms de tribus de Francs qui apparaissent d'un coup, un siècle après leur arrivée sur scène. Alors, vraie évolution ou juste une nouvelle campagne marketing ? Ce basculement interroge quand même pas mal, vu que si vous êtes un peu familier avec l'histoire des Francs et des Mérovingiens, vous avez sans doute entendu parler des Saliens, ou en tout cas
de leur contribution célèbre à l'histoire de France future, avec la fameuse loi salique, dont on reparlera un jour. Alors si on laisse de côté les actuaires, dont on ne sait rien, l'identité des Francs-Saliens est une question troublante pour nous. Parce qu'à part leur arrivée dans les textes à partir de 360 et leur localisation à l'embouchure du Rhin dans les Pays-Bas modernes, le reste est quand même très vague. Déjà, le nom a une origine obscure pour le moins. Salien peut être lié à une dénomination géographique, par exemple une rivière ou un lieu dont le nom aurait imprimé sur la peuplade en question. On pense à la rivière Iciel, aux Pays-Bas, ou la rivière Icieux, en Belgique par exemple. Une autre théorie tourne autour du sel marin, ressource que les Saliens auraient exploitée dans la région de la mer du Nord et dont le nom aurait imprimé là aussi sur le peuple. Enfin, ça peut aussi être un sobriquet en langue germanique, du genre compagnon apparemment. Donc pour se résumer, on n'en sait à peu près rien. Et leur origine est aussi mystérieuse que leur nom. D'abord, leur apparition surprise et tardive ne peut s'expliquer que par le mécanisme habituel dont on a parlé, mais qui reste assez cryptique, à savoir le regroupement de plusieurs bandes en une nouvelle identité tribale, à la suite des guerres et des opérations militaires qui ont fracturé la région depuis plus de 2 siècles. Ou encore le détachement d'une partie d'une grande tribu, comme les Chauques par exemple. Dans les 2 cas, on imagine qu'un nouveau groupe apparaît pendant le IVe siècle et va agglomérer les Germains de l'embouchure du Rhin autour du nom de Francs-Saliens, en supplantant progressivement les vieilles appellations. Mais ce n'est pas ça le plus curieux. Non, ce qui est un peu surprenant, en lisant attentivement Ammien Marcellin, c'est que cette tribu semble plutôt vivre rive gauche du Rhin, et pas rive droite. Comme si cette fameuse tribu avait eu une longue vie à l'intérieur de l'Empire, sous une vague autorité romaine, voire qu'elle se serait carrément formée à l'intérieur des bornes de l'Empire romain. Une gestation assez bizarre donc, peut-être en semi-autonomie, en Batavie, la région lacustre à l'embouchure du Rhin. Les Saliens sont-ils liés aux descendants des Germains de Génobo, matés par Constance Chlore en 296, et qu'il a apparemment installé à cet endroit en terre romaine, ou ce ne sont que de simples bandes de migrants qui ont fini par se regrouper en une nouvelle tribu? Les 2 sont possibles, et ça expliquerait dans les 2 cas un trait original des Saliens. Qu'ils n'ont pas l'air furieusement anti-romains comme peuple. Par exemple, le premier d'entre eux qu'on connaisse est le fameux Charietto, le bandit qui travaille directement pour les Romains contre les autres barbares. Zosime, si vous vous rappelez, qui nous racontait son histoire, décrit d'ailleurs les Saliens comme servant de tampon pour Rome, contre les Saxons plus au nord, qui veulent piller l'Empire. Un peuple germanique utilisé comme garde-frontière au nord pour le compte de Rome. Et rappelez-vous ce que disait Ammien, l'auteur le plus proche des événements, qui nous a décrit la campagne en traître menée contre eux par Julien, après leur exigence d'être laissés tranquilles. Le Romain explicite sans détour que, contrairement aux Chamaves, comme à tous les autres exemples de l'époque, les Saliens ne sont pas renvoyés hors de l'Empire à la fin de la campagne. Pas du tout même. Julien accepte leur implantation au Toxandrie, une terre romaine plus au sud que la Batavie, et qui couvre le sud des Pays-Bas modernes et le nord de la Belgique. Ce serait donc ça la particularité des Saliens pour toi. Un groupe de Germains très liés à Rome, vivant en territoire romain et qui, avec quelques claques dans la gueule de temps en temps, respectent l'autorité impériale, tout en conservant leur caractère germanique, et qui ne se romaniseraient pas à vitesse grand V, à la différence de beaucoup d'autres peuples que Rome a soumis historiquement. Et si Rome a toujours eu des États tampons, le fait d'incorporer dans ses frontières ce genre d'entité semi-barbare, c'est plutôt nouveau et somme toute plus étonnant. Le système le plus fréquemment cité, c'est celui de peuples fédérés. Des peuples gardant leur culture et leurs lois, mais vivant sous l'autorité romaine. Et ça peut être, sans qu'on en ait la preuve absolue dans ce cas, la manière légale avec laquelle Rome a laissé les Saliens s'installer au final dans son empire. Peut-être. En tout cas, ce système des fédérés va se développer à partir de la fin du IVe siècle et transformer l'Empire romain pour toujours au Ve. Mais on y reviendra. En attendant, et quel que soit leur statut exact, les Saliens vont rester vivre en territoire officiellement romain, mais comme des Germains. Et ça, quoi qu'il en soit, c'est une petite révolution. Vraisemblablement parce qu'ils habitent un peu au bout du monde, vu de Milan ou de Constantinople. Une extrémité d'empire qui, fondamentalement, a peu de chances d'intéresser le pouvoir central, avec un poids économique quasi nul et une position stratégique moyenne. Oui,
Rome veut maintenir le contrôle de toute la rive sud du Rhin. C'est une question de principe qui explique d'ailleurs assez bien l'attaque en traître de Julien pour les mater et sécuriser son approvisionnement par le fleuve. Mais pas au point de s'embêter à re-romaniser cette région. C'est probablement trop loin et trop compliqué. Au bout d'un moment, si les Germains installés là, au fil du temps, acceptent juste de se soumettre à Rome, il est probable que les César et Auguste du IVe siècle ont dû finir par se dire qu'ils pouvaient bien laisser couler. D'autant qu'il semble que la région ait été quasiment désertée à la suite de la crise du IIIe siècle et abandonnée par une majorité de sa population gauloise. Et que le pouvoir romain a donc dû être plutôt satisfait d'un repeuplement germanique massif pour remettre la région d'aplomb économiquement. Un afflux de colons étrangers contrôlés par Rome lors des opérations de relocalisation après un conflit ou simplement tolérés parce qu'on a mieux à faire à Milan ou à Constantinople que de se payer des gardes frontières. N'empêche qu'on peut se demander, parmi tous les peuples barbares, pourquoi les Francs, et notamment les Francs saliens, qui sont les ancêtres des Mérovingiens, ont eu un tel destin. Pourquoi ce sont eux qui se sont imposés dans l'Empire après l'effondrement total du pouvoir central au milieu du Ve siècle et qui ont conduit à l'avènement de Clovis et des autres. Alors je ne vais pas affirmer d'une façon simpliste, mais bon, on peut quand même imaginer qu'un tout petit peuple comme les Francs saliens a dû pas mal profiter de développer une double culture unique en son genre, à la fois en conservant leur côté germanique, mais en opérant sous contrôle romain et en apprenant à vivre avec leurs voisins d'empire. Et qui dit apprendre à les connaître, dit aussi apprendre un ou deux trucs utiles sur leur civilisation, leur organisation, voire leur armée. Mais bon, si on laisse de côté les Saliens, qui reviendront bien assez tôt dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe avec Constance en 360 ? Bonne question. Alors, Constance a bien reçu les lettres de Julien, lui expliquant toutes les bonnes raisons qui l'ont forcé à se laisser proclamer Auguste. Il a bien lu les excuses de son cousin, prétextant que les armées ne lui ont pas laissé le choix et qu'il a pris le pouvoir pour éviter qu'un véritable traître comme Magnence ou Sylvain ne le prenne à sa place. Et en l'invitant à accepter gracieusement le fait accompli et d'avoir son petit cousin proclamé Auguste lui aussi. Et sa réponse a été très simple et sans surprise. Constance a littéralement explosé de fureur devant la traîtrise injustifiable de ce serpent de Julien. Les lettres de menace n'ont pas traîné de sa part, exigeant qu'il se soumette immédiatement pour avoir la vie sauve, et le menaçant du pire s'il n'obéissait pas. D'ailleurs, Constance, fidèle à ses vieilles astuces, n'a même pas hésité à soudoyer un des rois alamans pour attaquer dans le dos Julien, exactement comme il l'avait fait 10 ans plus tôt avec Magnence. La même astuce, mais qui ne fonctionnera pas cette fois, puisque comme on l'a dit, Julien ne se précipite pas en 360 après son coup d'État, mais passe l'année à sécuriser la frontière, en écrasant d'abord les Francs-Atuaires, puis les Alamans, capturant même le roi alamand payé par Constance pour le détruire. Un succès tactique donc, qui souligne l'intelligence de Julien, mais qui ne règle rien dans le fond. Car une fois l'année 360 passée, tout le monde a bien compris qu'on ne s'en sortira pas autrement que d'habitude. Julien sait qu'il n'arrachera la reconnaissance de son cousin qu'à la pointe du glaive. Et Constance, lui, a réalisé qu'il fallait choisir une nouvelle fois entre sa guerre interminable à l'Est contre les Sassanides ou l'extermination de Julien. Et vous connaissez assez Constance maintenant pour ne pas être surpris de sa décision. Début 361, l'Auguste Constance II, l'empereur sur le trône depuis 23 ans et qui a survécu à peu près tout, a pris sa décision. Celle d'abandonner le front en Mésopotamie et de repartir plein ouest pour terrasser la sédition, immédiatement. Une décision logique connaissant notre homme, même si elle met gravement en péril la frontière est. De toute façon, déclaré ennemi public dès novembre 360, Julien a compris qu'il n'avait plus rien à perdre et a quitté la Gaule début 361 lui aussi pour envahir les Balkans modernes et se préparer avant que Constance ne rapplique avec sa gigantesque armée. Une nouvelle fois, bien malin qui peut dire entre Julien et Constance qui est vraiment le responsable de cette guerre civile qui débute en 361. Les deux hommes avaient déjà tellement de rancœur et de soupçons l'un envers l'autre qu'arriver à coopérer était peut-être juste impossible de toute manière. Et on voit donc l'inexorable guerre civile romaine se profiler à nouveau. Julien se barricadant dans les Balkans pendant que Constance revient de Mésopotamie avec son armée pour l'écraser.
Une confrontation inévitable qui finalement n'aura pas lieu. Et non, désolé de vous décevoir, mais Julien et Constance ne vont pas régler ça d'homme à homme sur le champ de bataille. Car en novembre 361, après 23 ans de règne, après avoir survécu à Magnance, à Sylvain, à Gallus, à l'empereur de Perse, au conflit avec ses oncles, ses cousins et même ses frères, Constance II est saisie d'une mauvaise fièvre à Antioche, à la frontière entre Turquie et Syrie actuelle, et meurt dans son lit à 44 ans. Et paf, une fin un peu surprise pour l'empereur survivor du IVe siècle. Mais après tout, il faut toujours mourir de quelque chose. Et dans un dernier souffle, réalisant que sa dernière heure est arrivée, et que sans enfant mâle, il n'a plus aucun parent proche vivant autre que Julien, il laisse son trône à son cousin rebelle. Ce qui en dit long sur les mentalités de l'époque et l'importance de la famille. L'histoire ne dit pas si ça l'a fortement énervé, mais je parie qu'il a bien dû avoir le seum. Et les Gaulois et les Francs d'Empire, pour eux, cela a dû être un grand soulagement. Sans doute. Difficile à dire tout de même, puisque les Francs et les Gaulois, Julien ne les reverra jamais. Sinon les dizaines de milliers de Francs qu'il a amenés avec lui à l'Est, notamment les Saliens et les Chamaves bien sûr, ainsi que des Francs d'Empire qui constituent la colonne vertébrale de son armée. Certains esprits chagrins pourraient noter que ces mêmes Francs s'étaient soi-disant rebellés contre Constance 1 an plus tôt pour éviter de partir à l'Est justement, et qu'ils avaient mis Julien sur le trône à son corps défendant pour éviter un tel sort. Mais ça serait faire du mauvais esprit que de le souligner. Car une fois qu'il apprend la nouvelle de la mort de son cousin, Julien, nouvel empereur incontesté, n'a qu'une seule priorité. Foncer à l'Est avec son armée, reprendre le contrôle de la capitale Constantinople et de l'armée impériale qui a laissé Constance derrière lui, et reprendre la guerre avec les Sassanides. 362 est l'année de la transition, où Julien reconsolide tout l'Empire sous ses ordres avant de repartir en campagne. Une petite reprise en main où on élimine quelques sbires de Constance contre qui il a gardé une dent. Des personnages patibulaires, comme Apodème, le fonctionnaire fou furieux que Constance avait envoyé en Gaule pour terrifier Sylvain et qui avait servi de déclencheur à la révolte de 355. Apodème finira donc au bûcher, comme 2 ou 3 autres liés de près ou de loin, au complot d'ailleurs. Le seul qui s'en sort bien, si on peut dire, c'est notre ami Arbessio, le franc ennemi de Sylvain, et que Julien promeut en fait, au grand désarroi d'Amien Marcellin. Mais bon, une nouvelle preuve qu'être franc d'Empire n'est pas une terre indélébile pour faire carrière, même pour un petit hypocrite comme lui. Mais le règne de Julien ne durera pas longtemps finalement, et finira mal en Mésopotamie, avec une certaine justice si on se place du point de vue de Constance. Dès l'année 363, Julien est reparti vers l'Est pour reprendre la guerre contre les Sassanides. Une campagne militaire ambitieuse pour Julien avec ses 2 armées, la franco-gauloise qu'il a amenée avec lui et l'armée impériale de Constance. Une campagne qui va tous les mener sur les rives du Tigre et aux portes de la capitale ennemie, à Ctésiphon, une ville située à côté de la ville moderne de Bagdad. Mais une campagne qui tournera court, car durant un raid nocturne de l'armée sassanide, Julien se porte aux avant-postes à cheval sans prendre le temps de mettre sa cuirasse. Une petite erreur qui va lui coûter très cher. Un mauvais coup de lance à la hanche lui perce le foie et entraîne sa mort quelques jours plus tard, à 31 ans, malgré tous les efforts des médecins. Le règne de l'empereur Julien s'arrête donc quelque part dans les sables d'Orient, 18 mois après celui de son cousin Constance II. Une fin brutale qui bouleverse son armée, et notamment les Francs d'Empire qui l'a emmené avec lui, et qui perdent leur empereur adoré un jour de juin 363 en plein cœur du Proche-Orient. Plusieurs ne s'en consoleront pas, notamment un certain Mérobaude, un officier franc désigné pour ramener le corps de Julien à Constantinople et qui commence son improbable carrière dans l'Empire romain comme croque-mort de l'empereur des Romains et des Francs. Mais ceci est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.